Alors, tout de suite, je pense que le professeur Cornet s'est gentiment, disons, gentiment consenti à briser la glace. Alors, je lui cède la parole. D'abord, merci d'être venu ce soir. Surtout, c'est la fin du semestre. On est conscient du stress, de la pression. Et c'est très bon signe que vous y soyez en grand nombre. Ces projections et discussions font partie d'un projet de société, si vous voulez, que je mène depuis plus de 2 ans. Et on aimerait donner suite au dialogue de ce soir. Donc, si vous auriez la gentillesse de faire circuler ces feuilles et d'y inscrire, même si je vous connais, parce qu'il y a quelques-uns que je connais dans l'auditoire, si vous pourriez indiquer votre nom, votre numéro de téléphone et vos courriels, on va donner suite parce qu'il y aurait une prochaine étape. Pourquoi vos numéros de téléphone? À chaque projection, discussion, il y a des gens qui sont microbiologistes, c'est-à-dire qu'ils écrivent tellement petit qu'on n'arrive pas à déchiffrer leur écrit. On a une façon de faire qui est accommodante. Je voulais avoir le dernier mot. Or, de formation, ma spécialité, c'est l'histoire des religions. En tant qu'historien, ce qui me frappe avec ce document, et je dis bien un document, il s'agit d'une source première de la commission Bouchard-Taylor et des enjeux que suscite ce débat d'idées au Québec. Et je tiens à remercier le réalisateur Stéphane Nikoslawski depuis plus de 2 ans. Parfois, dans la mesure qu'il est possible, il est avec moi quand on fait les projections, discussions. Il m'a donné le privilège d'en faire la première européenne à Paris, au Centre de recherche interdisciplinaire, et la réaction, je ne vais jamais l'oublier. Or, ce qu'on veut ce soir, c'est justement favoriser un débat d'idées, et pour ainsi faire, je vous rappelle qu'il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Merci. Alors, c'est maintenant au tour de Chiara. Moi, j'ai énormément apprécié ce film, et, parce que ça continue cette merveilleuse expérience de débat public sur des thèmes fondamentaux et pertinents à l'échelle globale, que cette société québécoise très courageuse a commencé avec la commission Bouchard-Taylor. En tant qu'Italienne, j'aurais vraiment voulu voir ça en Italie. Mais c'est vraiment pas possible, on n'est pas là, on n'a pas cette maturité. Et justement, en tant qu'Italienne nouvellement arrivée au Québec, je ne connais pas l'expérience québécoise, donc je vais porter quelques réflexions sur mon expérience au Népal. Qu'est-ce que savoir au Népal avec tout ça? Bon, le Népal était déclaré un État laïque. Moi, j'utiliserais plutôt les mots sécularisme plutôt que laïcité. Mais disons que ça crée beaucoup de problèmes. C'est un truc sensible. On a beaucoup souffert. C'est très différent du Québec parce que là, on avait un royaume hindou. Et on est devenu une république laïque. Donc, c'est les hindous qui se sentent menacés par les chrétiens, par exemple. Alors, on a une situation complètement différente. Alors, pourquoi la déclaration du sécularisme au Népal devrait être importante pour nous? Qu'est-ce que ça dit au Québec? La première réponse est plus générale, anthropologique, si vous voulez. C'est-à-dire, un regard sur quelque chose de profondément différent par rapport à nous, ça nous permet de découvrir nos positions qu'on considère neutres et universelles comme en fait des choix culturels historiquement conditionnés. Où je vais aller avec ça? Le sécularisme, ça n'est un... On le considère une notion neutre, universelle, qui peut embrasser toutes les religions, si vous voulez. Mais en fait, elle n'est pas libre de toute religion. Elle apparaît comme un processus historique, lié à l'histoire particulière, occidentale et chrétienne de l'Europe, et puis de l'Amérique. Alors, si on considère en fait que le sécularisme appartient à cette histoire européenne et chrétienne, on peut mettre en doute ses valeurs universelles, sa prétence d'universalité. Je pense à l'historien indien Madan qui disait « On ne doit pas penser
On doit reconnaître qu'il y a eu un processus de sécularisation. On a divisé public, privé, religieux, séculier. Mais ça, c'est un fait historique. On ne doit pas le transformer dans si vous voulez, une thèse, une précondition à la modernité dans tout le reste du monde. Et c'est surtout sur cette question de la modernité que je veux me concentrer. D'abord, dans l'histoire européenne, on a eu la modernisation, les déclins des croyances, la privatisation de la religion. Et donc, pour nous, c'est normal de postuler une association intrinsèque entre modernisation et sécularisation. Donc, on généralise notre histoire et on pense que ça doit être partout comme c'est là. Et donc, on a la tendance à considérer le sécularisme comme un fait des États modernes, matures, et de vouloir voir les États religieux comme prémodernes. Et ceci veut dire que nos conditionnements historiques et culturels nous rendent potentiellement aveugles à l'existence et à la reconnaissance de la modernité religieuse. Le Népal se modernise, je vous assure, et en même temps, on a fondé un sécularisme un peu étrange, où il y a beaucoup de religions dans la sphère publique. Imaginez, j'en parlais à mes étudiants la semaine dernière, on a même une petite déesse qui bénit les rois, qui bénit les présidents de la République comme elle bénissait les rois auparavant. Ça, c'est pas très séculier. Et pourtant, je vous assure qu'on a beaucoup de modernité séculière dans ce pays. Alors, en fait, qu'est-ce que je veux dire? On considère le Népal comme un État pas parfait, pas mûr, prémoderne, un sécularisme manquant, ou plutôt on considère qu'il y a plusieurs trajectoires de modernité, et trajectoires de modernité. On ne doit pas vraiment suivre un seul modèle de sécularisme. En Asie, il est inutile de voir un contraste entre religion et rationalisme moderne. Ça ne marche pas comme ça. La réalité est plus nuancée. Le cas népalais démontre un plus général penchant du sud-asiatique pour des versions de la modernité qui n'excluent pas la religion. Alors voilà. Quand on pense aux religieux et séculiers, on doit penser en fait qu'ils sont des constructions qui se sont créées l'une avec l'autre. Et le sécularisme a, si vous voulez, un impetus normatif. C'est-à-dire qu'il décide comment la religion devrait être. Ça met à sa place la religion. Et qu'est-ce qu'on fait de toutes les subjectivités religieuses qui sortent de ces diades séculaires religieux? On ne peut pas les reconnaître ni les reconnaître légalement. Et c'est ça les problèmes des sociétés plurielles, des États libéraux contemporains. Alors, qu'est-ce qui me semble important de tout cela? On doit reconnaître la suffisance des théories de la sécularisation. Alors, nos catégories ne marchent pas, parce que ce sont des catégories séculières qui ont été produites dans notre histoire. On doit trouver de nouveaux langages pour comprendre les transformations religieuses contemporaines. Donc, beaucoup de chercheurs maintenant mettent en question le modèle de sécularité comme un espace public libre d'arguments, de symboles et de groupes religieux. On doit les repenser, comme on doit repenser nos catégories. On peut penser un sécularisme contextualisé, c'est-à-dire on ne décide pas un modèle et on essaye de le suivre, mais on les décide comme on fait vraiment, on essaye de faire au Québec, avec les accommodements cas par cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Donc on ne doit pas penser vraiment à un mur de séparation entre État et religion, mais plutôt, comme le propose un politologue indien, penser que l'État intervient pour réformer s'il y a besoin, et qu'est-ce qui sont les critères de l'intervention ou de l'abstention de l'intervention de l'État dans la religion? Eh bien, l'égalité des citoyens, la liberté religieuse. Et voilà, c'est pour ça que, en fait, je pense que la sécularité devrait se baser sur un raisonnement moral et légal contextualisé qui pourrait accommoder la diversité religieuse. Eh bien, d'un côté, on relativise, pour conclure, la notion de sécularisme comme une institution neutre et universelle. Et de l'autre côté, on essaye de la créer tout le temps, de l'inventer d'une façon contextuelle, tout en protégeant les valeurs d'égalité entre citoyens et les libertés religieuses. C'est ça que j'ai appris en étudiant si loin du Québec. Le moment est arrivé, je pense, de mettre en pratique toutes les belles choses qu'on a entendues.
Je pense que des exemples qui parlent par eux-mêmes de choses qu'il ne faut pas faire, qu'on ne devrait pas faire, de choses surtout qu'on doit faire et qu'on peut faire. Alors, dans un premier temps, on va prendre des questions, des commentaires. Alors, je vous demande de vous identifier d'abord, à mesure du possible, on peut s'entendre. Et ensuite, selon le rythme d'entrée au portillon, on verra si elle va prendre des questions plutôt en rafale de 3 qu'individuelles. On va débuter par des questions individuelles, alors, ou des commentaires, et vous pouvez aussi indiquer à qui la question est dirigée parmi les panélistes. Madame? Oui. Alors peut-être pour le réalisateur, juste d'abord félicitations d'avoir tenu le coup et de le faire contrôlant et marrer. Voilà. J'ai l'impression que votre film ne laisse pas beaucoup paraître comment il y a eu tout à travers cet épisode-là de notre histoire une instrumentalisation de la cause de l'égalité homme-femme et qui était au cœur des problématiques alors qu'on pense justement au code de vie des villes avec tout ce qui a été dit et toute la stigmatisation des femmes portant le foulard. J'ai l'impression, est-ce que c'est un choix que vous avez fait, mais il semble que cette option-là sort très peu de dire qu'on a instrumentalisé la cause de l'égalité homme-femme à travers ce débat-là. Et quand on voit qu'il y avait même des personnages comme Mario Dumont qui tout d'un coup se portaient garant de l'égalité homme-femme, mais j'aime Écoutez, c'est sûr que une fois que la commission terminée et on a commencé à regarder le matériel, quoi faire avec ce matériel, c'était très difficile de couvrir tous les aspects de la commission. Il y avait la question autochtone qui était très présente. Il y a d'autres religions qui ont présenté des mémoires, qui pendant les forums avaient des commentaires très pertinents. Alors, c'était un choix finalement. Le rapport est le rapport et il fait état de la commission. Moi, mon travail était de faire un film qui donnait mon point de vue sur la question et moi, je voulais d'un côté porter l'attention sur une tension entre deux groupes, donc Hérouville et les musulmanes, qui se sont rencontrés et qui ont fait un chemin à travers la commission ensemble et que c'était des personnes qui n'étaient pas préparées, comme beaucoup d'autres, à faire face aux médias. Et donc, c'était des citoyens ordinaires qui ont eu le courage de se mettre devant la caméra pour exprimer leur point de vue et aussi de faire parler le professeur Bouchard et Taylor. Et qui ont eu aussi finalement un grand courage d'avoir organisé ces forums parce que avant d'avoir organisé, ils ont consulté des experts gouvernementaux qui leur ont dit « Vous êtes fous d'essayer ça, vous êtes déconnectés de la réalité », tandis qu'ils ont prouvé qu'ils sont très connectés en fait à la réalité et qu'ils ont pu organiser un débat unique au monde, vraiment unique.